Françoise De Smet, bonjour. Bonjour. J'ai une première question, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Bien sûr. Merci d'être là avec nous. Donc, tu es députée PTB à la région bruxelloise. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Donc, je m'appelle Françoise De Smet, j'ai 48 ans. Je suis maman de 2 enfants, qui sont déjà grands, c'est presque des adultes maintenant. Et donc, j'ai étudié la physique. J'ai travaillé pendant 15 ans à l'hôpital Erasme, où j'ai participé en équipe à soigner des gens qui avaient des tumeurs au cerveau. Et puis, je suis devenue collaboratrice au Parlement bruxellois en 2014, quand on a eu nos premiers élus régionaux ici à Bruxelles avec le PTB. Et la législature suivante, je suis devenue députée. Mais ça pose la question de comment est-ce qu'on devient député ? Et toi, ça a été quoi ton parcours pour devenir député au final, d'un hôpital à une députation c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, non. Ça fait partie, je pense, aussi de la philosophie qu'on a au PTB, c'est qu'on veut faire rentrer dans les parlements des travailleurs, vraiment d'être représentatifs de la société. Donc, quand on voit dans les hémicycles des parlements, en général, c'est plutôt des professions libérales qui sont surreprésentées par rapport à la population. Et donc, ça fait partie aussi de notre ADN de vouloir faire rentrer des travailleurs et certainement des ouvriers dans l'enceinte des parlements. Parce que ça manque vraiment, la voix des travailleurs, de ceux qui sont sur le terrain, de ceux qui produisent les richesses dans notre société et qu'on n'entend pas du tout assez, qui sont invisibilisés souvent. Et donc ça se fait partie de ce trajet-là, on va dire, que je me suis retrouvée au Parlement. Et comment est-ce que tu définirais le PTB aujourd'hui ? Je pense que c'est un parti qui monte, fortement même. Et c'est pas pour rien, parce qu'on a, je pense, un discours qui parle aux gens, qui parle aux travailleurs, qui se préoccupe de leurs problèmes au quotidien. Et ils trouvent aussi en nous, dans les solutions qu'on propose, des alternatives à toutes les politiques qui ont été menées depuis des années, qui vont plutôt vers des politiques néolibérales qui en fait aggravent les inégalités dans notre société au lieu de les résoudre. Donc on est le parti en croissance, le parti qui est là pour donner des alternatives de gauche à la société et qui est là pour défendre les intérêts des travailleurs tous les jours. On est à leur côté. Mais donc, moi, quand j'entends parler du PTB, dans les discussions, il y a souvent des mots comme communiste, extrême gauche, marxiste. Est-ce que c'est des mots qui te parlent, auxquels soit toi, soit le parti s'identifie ? Moi, je ne me considère pas comme une extrême. Je ne considère pas que le parti est extrême. C'est un parti de la gauche authentique, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a vraiment les vraies valeurs de gauche, de défendre les intérêts des travailleurs, de vouloir aller vers une société où il y a beaucoup plus de redistribution des richesses dans la société. Donc, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on est dans une société capitaliste hyper inégalitaire, où on a énormément de travailleurs qui produisent des richesses tous les jours, et cette richesse, elle est très mal redistribuée, et donc elle ne retourne pas vers ceux qui la produisent, elle est accaparée vraiment par une minorité, qu'on appelle les multimillionnaires, les actionnaires des multinationales, etc. Et donc elle est accaparée par tous ces gens, au lieu d'être redistribuée au sein de la population, donc que ce soit à travers les salaires pour les gens, mais aussi à travers des services publics forts, qui est notre meilleure assurance en fait, pour avoir accès aux soins de santé, pour avoir accès au transport, tout ce qui nous aide dans notre quotidien. Mais d'ailleurs, on avait reçu donc Nicolas Steintados du MR il y a quelques semaines, et qui a un discours pas tout à fait semblable, et qui donnait, lui, sa vision vraiment du libéralisme. Comment est-ce que le PTB se place par rapport à ça, par rapport au MR ? Est-ce que vous êtes dans l'anti-MR ou comment est-ce que vous vous positionnez ? Je pense que c'est assez clair que par rapport aux idées, on est à 180 degrés, ça c'est clair. Donc la vision libérale, c'est faire des cadeaux fiscaux aux plus riches, c'est laisser faire le marché privé, c'est penser que toute la solution va passer par laisser faire le marché, alors qu'on voit aujourd'hui que c'est les politiques comme ça qui sont menées, mais on voit que ça ne résout pas la situation des gens, que du contraire. Donc de ce point de vue-là, on est plutôt à 180 degrés, quoi. Nous, on est plutôt vraiment pour intervenir sur le marché privé. Par exemple, à Bruxelles, on a un gros problème qui est la question des loyers. Et donc, la vision libérale, c'est de laisser faire complètement le marché privé, ne pas mettre de règles. Et donc, on voit que les loyers explosent depuis des années. Il n'y a rien qui est fait pour arrêter ce phénomène-là. Et donc, nous, on est plutôt pour encadrer de manière contraignante les loyers, c'est-à-dire les fixer avec des règles,
ce qui permettrait de les faire baisser et que les gens puissent avoir accès à un logement digne. Et donc là, on est vraiment effectivement à des visions à 180 degrés. Au final, peut-être pour aller un peu plus dans l'explication de certains termes que tu as utilisés, ici, le MR et le PTB sont aux opposés du spectre politique francophone belge. Et donc ce que tu disais, c'est ça, c'est que le MR, il va plutôt dire c'est aux propriétaires de fixer leur prix. S'ils sont trop hauts, ils ne trouveront pas de locataires. Et vous, c'est pas votre discours au PTB, c'est ça ? Non, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a 40 000 familles qui quittent Bruxelles chaque année. Et une des raisons principales, c'est que le loyer n'arrête pas d'augmenter. Et donc, le risque, c'est qu'il y ait une population plus aisée qui vienne s'installer dans notre région et la population plus précaire qui finisse par quitter. Et donc là, on va avoir une ville à deux vitesses et ça, on ne veut pas. Donc, nous, notre vision, c'est d'avoir une région, une ville où chacun trouve sa place. Et donc doit pouvoir avoir accès à un logement de manière décente. Et donc non, laisser faire simplement le marché, on voit que ça ne fonctionne pas. Et dans cette définition de la gauche que tu donnes depuis le début de l'interview, est-ce que tu trouves que, on a parlé du MR, mais le PS est écolo, est-ce que pour toi, il se retrouve dans la définition de la gauche que tu as donnée ? De plus en plus difficilement. Donc on voit que ça fait quand même des dizaines d'années qu'ils finissent par appliquer aussi des politiques libérales. Je ne vais pas reciter le grand exemple de la chasse aux chômeurs et après avec mon cœur qui saigne. Mais ça se voit à différents niveaux. Et donc même au niveau de la vision du transport à Bruxelles, on n'est pas du tout en train d'avancer sur la question de développer massivement les transports en commun pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer autrement qu'avec leur voiture, parce qu'on a évidemment un défi climatique devant nous qui est réel. Mais les alternatives de services publics ne suffisent pas à l'heure actuelle pour que les gens puissent se déplacer autrement qu'avec leur voiture. Et donc, oui, ça se marque au niveau du logement, mais ça se marque au niveau aussi du transport. Dans notre région, ça se marque à plein d'autres niveaux. Donc, on ne sent pas, non, effectivement, qu'il y a plutôt une glissade vers la droite que de revenir aux fondamentaux de la gauche, quoi. Donc, sur le fonctionnement par rapport au fonctionnement du PTB, vous reversez une partie de votre salaire directement au parti. Et comment est-ce que ça marche ? Pourquoi ? Dans quoi est-ce que ça s'inscrit ? Alors, c'est principalement parce qu'on veut que nos élus restent vraiment connectés à la réalité des travailleurs. Et donc, on voit que quand on devient député et qu'on garde plus de 7 000 € par mois, parce que c'est ça, maintenant, c'est plus de 7 000 € par mois, on voit que les mentalités peuvent très vite changer. Donc, quand vous gagnez autant d'argent tous les mois, quand votre facture d'énergie elle augmente, vous le sentez pas. Quand votre loyer il augmente, vous le sentez pas. Quand il y a le précompte immobilier qui augmente, vous le sentez pas. Et donc, pour nous, c'est vraiment un principe essentiel, c'est qu'on continue à vivre comme n'importe quel citoyen et travailleur dans la société, parce que ça nous permet de rester vraiment connectés à toutes ces réalités-là. Et ça nous permet du coup aussi de comprendre que toutes les lois qui sont proposées par les autres partis qui ne vivent pas cette réalité-là, ça va complètement à l'encontre des intérêts des travailleurs au jour le jour. Et donc ça, c'est un principe fondamental qu'on veut vraiment garder, parce qu'on voit qu'à partir du moment où on commence à gagner beaucoup d'argent, je vous assure que ça va très vite et qu'on est vite déconnecté de ce que les gens vivent tous les jours, quoi. Et c'est pas trop difficile à mettre en place ou à vivre ? Pourquoi ce serait difficile ? C'est ce que la majorité des travailleurs vivent tous les jours. Donc alors c'est difficile pour la majorité des travailleurs aussi. Et d'ailleurs, une autre spécificité du PTB, c'est que vous êtes le seul parti unitaire en Belgique. Il y a Ecolo Groen qui s'en rapproche, mais eux, ça reste deux partis avec des présidences différentes, des règles différentes. Mais le PTB, eux, c'est spécifique. Ouais. C'est important pour vous, cette proximité entre les néerlandophones et les francophones ? C'est super important. Donc, on est vraiment pour maintenir l'unité du pays. Donc, tous les acquis sociaux qu'on a pu vraiment conquérir dans notre pays, c'est parce qu'il y a eu des grèves, des manifestations au niveau national. Et donc, il y avait une unité au niveau syndical, au niveau des travailleurs, etc. Et donc, on avait une force de frappe bien plus grande que si on commence à être divisé chacun de son côté. Et donc, pour nous, c'est fondamental qu'on garde cette unité du pays si on veut encore aller vers des victoires pour des acquis sociaux.
Et puis voilà, la situation des travailleurs, que ce soit en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, c'est la même chose. Hein. On est face à les bulldozers de multinationales de la même manière. Hein. Donc il n'y a aucune raison qu'on commence encore à se découper de manière plus petite. On est déjà un petit pays. Ça va certainement pas aider les travailleurs de ce pays si on commence encore à se séparer plus. Donc on le voit directement. Hein. Donc plus on a régionalisé des compétences, je prends l'exemple des allocations familiales par exemple, ça a été découpé. La première chose qui se passe, c'est qu'on commence à avoir des coupes. Donc en Flandre, ils n'ont pas indexé. À Bruxelles, le système, on ne sait pas très bien comment il va tenir encore, on a besoin de financement. Et un enfant n'était plus égal à un enfant. Donc un enfant en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie ne touche pas la même chose comme allocation familiale. C'est pas logique. C'est vraiment pas logique. Pour préciser, pour ceux qui nous regardent, donc la régionalisation, c'est le fait que avant on était un État unitaire, la Belgique décidait de tout, et puis ils ont dit la Flandre va faire ses règles, Bruxelles va faire ses règles, et la Wallonie va faire ses règles, et c'est ce qui s'est passé avec les allocations familiales. Tout à fait. Comment est-ce que vous communiquez avec vos homologues flamands alors la barrière de la langue, c'est pas trop compliqué? Alors à l'intérieur du parti, on a un principe, c'est que chacun parle sa langue, et donc voilà, on a une connaissance au minimum passive de l'autre langue, on va dire. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on plaide tellement pour avoir des écoles en immersion partout, c'est qu'on pense vraiment important que depuis tout petit, on puisse vraiment apprendre les deux langues du pays, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, ça crée vraiment beaucoup de difficultés. Donc sur l'enseignement maintenant, parce que on parlait de les difficultés des travailleurs, on voit une colère étudiante par rapport au décret paysage qui a été mis en place. Voilà, vous n'êtes pas député en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est pas un dossier que vous avez suivi de très près, mais est-ce que vous connaissez peut-être la position du PTB par rapport à cette réforme? On est totalement contre, donc c'est parce que c'est une réforme qui va compliquer encore plus le taux de réussite de beaucoup d'étudiants et qui va en fait exclure encore plus d'étudiants et certainement ceux qui sont déjà dans une situation socio-économique compliquée de l'accès à l'enseignement supérieur. Et ça, évidemment, on est tout à fait contre. Nous, on a une vision, évidemment, à l'encontre totale de l'élitisme au niveau de l'enseignement supérieur. On veut justement donner beaucoup plus accès à tout le monde aux études supérieures. D'ailleurs, on a vu que 75% des étudiants job pour financer leurs études. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez La situation est hyper grave, donc ça on l'a vu pendant le Covid aussi. Hein. On se souvient encore des images avec les étudiants qui étaient les longues files pour avoir de l'aide alimentaire. Enfin, on est dans un des pays les plus riches du monde, c'est juste insensé d'avoir une situation pareille. Et donc effectivement sur la précarité étudiante qui est quand même énorme en fait, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup, mais avec le Covid, on a mis plus ça en lumière, mais c'est vraiment une situation hyper compliquée pour la majorité des étudiants. Et donc là, il y a vraiment des choses fondamentales à faire. Et donc, voilà, le décret paysage va renforcer en fait toutes ces inégalités au lieu de prendre le problème à la racine, qui est d'aider les étudiants et leurs familles à pouvoir financer leurs études. Donc, parce qu'on voit que c'est dans parmi les étudiants qui ont une situation sociale plus compliquée que le taux d'échec est plus grand. Et c'est pas illogique, puisqu'il y en a beaucoup effectivement qui doivent travailler pour financer leurs études. Et donc forcément, quand vous travaillez, vous avez moins de temps pour étudier. Donc je veux dire, il y a un lien direct. Et donc si on pouvait résoudre la question de la précarité étudiante, ça libérerait du temps pour tous ces étudiants pour pouvoir étudier pour leurs études. Donc la vision des partis de droite, elle est aussi extrêmement libérale et élitiste sur la question de l'enseignement supérieur. Et donc c'est un peu renvoyer la balle. Si l'étudiant ne réussit pas, c'est de sa faute. Mais non. Donc les chiffres le montrent. Il y a plein d'études qui le montrent effectivement que c'est la question de la précarité qui est vraiment le problème fondamental et qu'il faut résoudre. Et donc là-dessus, on a aussi plein de propositions. Hein. Donc il y a la question de diminuer le Minerval, qui est encore aujourd'hui de 835 €. Donc on veut le descendre à 175 €, parce que voilà, c'est quand même une somme assez énorme pour les familles. Il y a toute la question aussi des quotes étudiants. Donc ça, de nouveau, exemple très concret, on laisse faire le marché privé. Donc aujourd'hui, moi je suis abonnée à la newsletter de Immovlan. Hein, donc on reçoit des nouvelles de tout ce qui est immobilier sur la région.
Et régulièrement, je reçois des mails avec « Ah, investissez dans un code étudiant, voilà, vous l'achetez à partir de 150 000 €, rentabilité garantie. » Je vous assure, c'est comme ça, hein, ils ne se cachent pas. Hein. Et donc, la majorité des codes qui sont produits à l'heure actuelle, c'est ça. Donc, de nouveau, on laisse faire le marché. Le code est considéré comme quelque chose qui doit être rentable pour le propriétaire qui va l'acheter, etc. Mais ça, c'est pas du tout rendre service aux étudiants. Et donc, on se retrouve avec des cotes. 500, 600, 700, 800 € par mois. Enfin, les familles ne savent pas payer, ça c'est pas possible. Et donc là-dessus, les pouvoirs publics ont de nouveau un rôle fondamental de pouvoir produire des codes publics. Mais ce que dit le gouvernement, c'est que ça coûte trop cher à produire, ça coûte cher de construire, et que la Fédération Wallonie-Bruxelles est désargentée, n'a pas les moyens de s'en occuper. Donc, est-ce que certains diraient c'est des beaux discours, mais quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent? Je pense que c'est partir d'un mauvais calcul. Donc, évidemment, à court terme, ça va coûter de l'argent. Ça, c'est évident. Donc, on n'est pas non plus des naïfs. Hein. Après, toute la question, c'est où est-ce qu'il faut aller trouver cet argent, hein. Donc, ça, on peut y revenir après. Mais le calcul doit être aussi, on fait un investissement à long terme. Et donc, c'est la même chose pour tout ce qui est logement public dans notre région. Donc, oui, ça coûte de l'argent. Mais plus on va avoir un parc de logements, de cotes étudiants publics ou même de logements publics tout court, plus vous allez aussi avoir des loyers qui vont rentrer dans les caisses de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou des universités, tout ce que vous voulez. Et donc, plus votre parc est grand, plus vous avez des loyers qui rentrent et plus vous allez pouvoir entretenir ce parc. Et donc, je veux dire, c'est un investissement à long terme, il faut le voir vraiment comme ça. Donc, la ville de Vienne, par exemple, il y a 60% des locataires qui sont dans un logement public à Vienne. Vous vous rendez compte ? Donc, à Bruxelles, on a un taux de 7% de logements sociaux, hein, sur toute la région. C'est rien, c'est que dalle. Donc, à Vienne, on a 60% des locataires qui sont dans un logement public. Donc, ça veut dire avec soit un loyer de logement social, plus ou moins comme chez nous, soit avec un loyer qui est encadré. Et donc, voilà. Et le plafond de revenus, par exemple, est beaucoup plus haut aussi là-bas pour accéder que chez nous. Mais donc, la ville de Vienne, elle s'en sort bien parce qu'elle a aussi beaucoup de loyers qui rentrent. Et donc, on doit arrêter aussi toute cette logique de laisser toujours la rentabilité au privé. Non. On fait des investissements publics, on a de l'argent qui rentre dans les caisses via les loyers et on continue à produire comme ça sur le long terme. Oui, donc ici, ce serait géré vraiment par le public et pas les universités, parce que souvent, les universités vont répondre que c'est pas non plus leur rôle d'être agent immobilier, de s'occuper de ce genre de choses, et qu'elles ont peut-être parfois envie de s'occuper d'autres choses. Donc voilà, c'est vraiment une gestion. On pourrait avoir, oui, une gestion au niveau régional des cotes étudiants. On pourrait envisager ça, bien sûr. Oui. Ben donc, en parlant de précarité, donc les prix ont explosé, ça, on l'a bien vu. On vit une inflation. On vit des pics d'inflation ici en Belgique et en Europe. Qui sont étonnantes à vivre. Comment est-ce que le PTB se positionne par rapport à ça et qu'est-ce que le PTB propose pour lutter contre la précarisation de la population ? Effectivement, on est confronté à une inflation jamais vue. Enfin, moi, j'avais jamais connu ça de toute ma vie, en tout cas. Et donc, effectivement, quand on va faire nos courses, c'est juste hallucinant. On a l'impression qu'on n'a rien acheté. Mais ouf, d'où ça vient, quoi. Et donc, par rapport à ça, on plaide notamment on a plaidé notamment pour un blocage des prix. Donc, comme ça fait notamment en France, en Espagne. Donc, il y a d'autres pays européens qui l'ont pratiqué. Et puis, on plaide aussi, maintenant, on a une revendication qui est de mettre la TVA à 0% sur la nourriture. Donc, la nourriture, c'est pas du luxe. Donc, on ne voit pas pourquoi on devrait commencer à payer une TVA si élevée sur la nourriture. Et donc, ce sera un moyen de réduire la facture pour la population et certainement pour les étudiants aussi. Oui, parce que pour l'instant, la TVA pour la nourriture, c'est 6%. Donc là, ça diminuerait les prix de ça, quoi. Oui, et donc quand vous avez votre ticket de caisse, la différence quand même, sans TVA et avec TVA, je vous prie de croire que ça vous ferait quand même du bien si vous n'avez pas la TVA à payer par rapport à tout ça, quoi. Donc oui, ça c'est une mesure très concrète qu'on demande de mettre en place. Pour revenir à la question du logement, à la question de la jeunesse, mais en fait, moi j'ai des potes qui viennent de finir l'université et qui disent... qui rentrent dans le travail, ils ont un salaire qui parfois est même assez confortable après un master, mais ils se retrouvent encore en colocation, et ils voient leurs parents qui, à leur âge, en fait, avaient déjà
mis un petit peu de côté pour acheter une maison. Est-ce que tu penses que les jeunes aujourd'hui vont encore avoir accès à la propriété immobilière? Alors, la situation aujourd'hui, elle est hyper compliquée pour des jeunes qui veulent s'installer certainement à Bruxelles. Donc, le prix moyen d'une maison, donc sur l'ensemble de la région, on est presque à 600 000 euros. Donc voilà, autant vous dire que si vous n'avez pas un héritage derrière, ou papa-maman qui sait, parce que vous devez mettre évidemment un capital de départ sur la table, sinon la banque ne vous fait pas de prêt. Mais donc si vous n'avez pas ce capital de départ, papa-maman qui peut aider, ou un héritage derrière, à mon avis, c'est impossible d'acheter aujourd'hui à Bruxelles, même quand on travaille à deux. Et donc là, on est face effectivement à un gros problème. Donc non seulement les loyers explosent, donc c'est déjà difficile de pouvoir quitter la maison, commencer une vie active, indépendante, même si on travaille, etc. Et alors acheter, alors là, c'est vraiment la croix et la bannière, quoi. Et en plus, il y a les taux d'intérêt qui remontent maintenant avec les banques, donc tout se complique. Donc, et là, de nouveau, il n'y a rien qui est fait pour agir par rapport à ça, donc, ou en tout cas pas du tout suffisamment. Donc il y a ce qu'on appelle une taxe qu'on doit payer normalement quand on achète une maison, qui est le droit d'enregistrement. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est compliqué, mais c'est une taxe qu'on paye quand on achète une maison. Et donc il y a des réductions qui ont été faites quand vous achetez votre première maison, etc. Mais bon, c'est des faibles montants comparés à ce que vous devez mettre sur la table pour acheter la maison. Donc ça ne suffit pas du tout. Et tant qu'on ne va pas agir sur les prix de l'immobilier en tant que tel, les jeunes ils vont continuer à avoir des problèmes pour pouvoir acheter. Et donc oui, il y a aussi la bataille évidemment pour augmenter les salaires. Il y a les deux. Mais on a un problème avec le prix de l'immobilier en tant que tel. Et donc il y a eu tellement de spéculation ces dernières années qu'il faut vraiment agir et recadrer tout ça si on veut que les gens puissent acheter leur maison à Bruxelles. Oui, non, acheter une maison à Bruxelles, c'est sûr qu'en ce moment, on n'est pas trop là-dedans. Même en appartement, parfois, déjà ça, c'est compliqué. Et il y a ça, et puis même le locatif, ça aussi, c'est un peu, c'est affolant, un peu bouché, quoi. Non, si vous regardez sur ImoWeb, par exemple, pour un 2 chambres, toutes communes confondues, parce que même les communes comme Anderlecht ou Molenbeek, où c'était encore un peu moins cher, là-bas aussi, ça augmente. Donc vous êtes à 1 200 euros si vous voulez quelque chose de convenable. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Mais c'est pour ça qu'on est beaucoup en colocation, enfin que les jeunes sont beaucoup en colocation, parce que seul, en fait, c'est pratiquement impayable. Quand on arrive, en début de carrière, si on n'a pas un master, les montants salariaux sont pas beaucoup plus élevés que le prix d'un loyer. Donc on n'a presque pas le choix, quoi, d'en arriver là. Tout à fait. Et c'est pas un choix. Parce que... Voilà, on entend d'autres partis politiques qui disent « Ah, la colocation, c'est trop génial, on vit en commun. » Je dis « Oui, ok, pour celui qui a envie, moi, je vais pas... » Mais la situation aujourd'hui, c'est pas ça. C'est qu'il y a énormément de jeunes qui sont obligés de passer par la colocation parce que sinon, ils ne savent effectivement pas payer. Et alors, on est dans un cercle vicieux parce que, évidemment, quand vous avez un propriétaire qui peut louer à plus de 500 euros la chambre, donc en fait, il augmente le loyer global, si vous voulez, de sa location. Donc ça l'arrange aussi. Et ça n'aide pas évidemment les prix des locations à baisser. Vous voyez, donc je ne sais pas, s'il loue 3 chambres à 500 euros, il a un loyer total de 1 500 euros qui rentre. S'il avait loué le même appartement, 3 chambres pour une seule personne, à 1 500, il n'aurait trouvé personne. Donc voilà, ça participe aussi en fait à augmenter les loyers de manière globale, quoi. Et donc le PTB a aussi des propositions sur ça ? Par rapport au loyer ? Ouais. Oui. Alors donc on plaide depuis longtemps et ça c'est quand même une victoire qu'on a obtenue, c'est déjà qu'on a mis la question d'encadrer les loyers sur la table. Donc c'est une demande qu'on a depuis des années. On a déjà déposé plusieurs fois des propositions de loi qui vont dans ce sens-là. Et donc encadrer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on regarde la surface de l'appartement, le nombre de chambres, le confort, est-ce qu'il y a une terrasse, pas une terrasse, etc. Et qu'en fonction de tous ces critères-là, on détermine le loyer qui peut être demandé ou pas. Et donc c'est ce qu'on appelle la grille des loyers, si vous voulez. Donc ça, c'est les critères qui permettent de plus ou moins fixer le loyer. Et donc on demande que cette grille soit contraignante. Ça veut dire que le propriétaire doit respecter qu'en fonction de tel et tel critère, il peut demander tel loyer et pas un autre. Et donc, ça n'empêche pas les propriétaires de demander un loyer, ça ne les empêche pas d'avoir de l'argent qui rentre pour l'entretien de l'immobilier, etc. Mais on reste alors dans une fourchette raisonnable pour les gens, parce qu'on voit qu'il y a eu un décrochage complet entre l'évolution des salaires
des revenus de la population et des loyers. Et donc les salaires, ils ont évolué comme ça, et les loyers sont partis comme ça. Alors forcément, vous avez la majorité de votre budget qui est mangé par votre loyer, ça vous met dans des problèmes pour pouvoir payer vos soins de santé, ça vous met dans des problèmes pour encore avoir des loisirs, pour encore pouvoir partir en vacances, etc. Donc ça impacte toute votre vie en fait. Et donc pour nous, c'est vraiment agir sur la question du loyer. En fait, ça va résoudre quand même pas mal de problèmes aussi autour. Donc la qualité de vie, la possibilité d'avoir des loisirs, la possibilité de pouvoir offrir encore des choses pour ses enfants, etc. Donc c'est vraiment une question fondamentale. Et donc oui, et là on veut aller à l'encontre de laisser faire le marché. On veut le réguler. Et on parlait de... Enfin, tu parlais de l'évolution des loyers. Oui. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, tu as travaillé 15 ans dans un hôpital. Oui. En 15 ans, est-ce que tu as vu une évolution des conditions de vie dans les hôpitaux pour les personnes qui y travaillent, pour les patients ? Oui, donc, et c'est assez dramatique parce que ça a été très très vite. Alors oui, on peut dire que le Covid est passé par là, mais déjà avant l'arrivée du Covid, donc il y a notre ancienne ministre de la Santé, Maggie De Blok, qui avait déjà fait 5 milliards d'économies au niveau des hôpitaux. Et bon, donc la situation était déjà en train de se dégrader, puis le Covid nous tombe dessus, et là on se rend compte effectivement qu'il y a un problème. Donc il manque de personnel, donc du coup il y a une charge de travail supplémentaire sur les infirmières qui sont encore là, qui devient de plus en plus grande, et donc on voit qu'il y a 25 000 infirmières qui ont quitté en fait le milieu hospitalier, donc qui étaient travaillées ailleurs. Et donc oui, évidemment, qui dit moins de personnel dit une surcharge, donc c'est déjà hyper compliqué pour le personnel soignant, les infirmières, etc. Mais alors évidemment, qui dit moins de personnel dit aussi des conséquences sur les patients. Et donc, voilà, on peut aussi parler des études de médecine, le fait qu'il n'y a pas assez de médecins et certainement pas assez de généralistes. Et donc, on attend de plus en plus longtemps pour avoir des rendez-vous, certainement chez les spécialistes. Et donc, on est dans une vision de la médecine aussi très libérale, c'est-à-dire qu'on protège, c'est un peu corporatiste avec des espèces de quotas trop limités, etc. Et donc, oui, tout ça, ça a des conséquences sur les patients. Et cette situation, elle a vu se dégrader vraiment très rapidement, quoi. Et c'est assez inquiétant parce qu'on avait quand même un bon système de santé, comparé à beaucoup de pays, et on doit vraiment tout faire pour le maintenir et le renforcer maintenant. On a entendu le slogan Red is the New Green, ouais. Donc par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Ouais. Est-ce que c'est une priorité aussi pour le parti ? Bien sûr. Donc, je pense que voilà, il y a plein d'éléments maintenant très concrètement qui montrent qu'on est déjà dans une phase de réchauffement climatique. Donc déjà très près de chez nous. Donc on a eu les inondations en 2021. Et puis on a plein de phénomènes déjà dans le sud de la France, que ce soit au Portugal, en Espagne, etc. Donc je veux dire, ça devient très concret et très proche de chez nous, avec des règlements locaux, etc. Et on voit qu'effectivement ça va toucher les populations les plus précaires en plus. Donc je veux dire, les inondations qu'on a eues en Belgique, les gens qui ont perdu leur maison, évidemment quand vous avez une situation sociale plus difficile, c'est encore plus compliqué que quand vous avez encore les moyens soit de déménager ou de racheter une maison. Et donc c'est pour ça qu'on a le slogan Red is the New Green, c'est qu'on ne peut pas dissocier la question du défi climatique de la question sociale. Et on ne va pas résoudre l'un sans l'autre. Et donc c'est pour ça que, par exemple, comparé à toutes les mesures punitives qu'on peut voir à l'heure actuelle contre les automobilistes, etc., et dans les automobilistes, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire autrement aujourd'hui que d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Et donc maintenant on met en place plein de solutions punitives. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de la taxe kilométrique qu'ils veulent mettre en place. Donc ça on va nous faire payer à l'usage au nombre de kilomètres qu'on va faire l'utilisation de la voiture. Ça va être plus cher en heure de pointe qu'en heure creuse, etc. Et donc en fait on va pénaliser de manière sociale parce que ça va coûter plus cher que ce que ça coûte aujourd'hui de rouler en voiture. Ça c'est une chose. Mais tant qu'il n'y a pas des alternatives qui sont données à toutes ces personnes pour pouvoir se déplacer en transport en commun, en fait les gens ils vont juste être condamnés à devoir payer. Mais on va résoudre comment la situation climatique alors ? Ça va rien changer. On va juste rendre plus pauvres toute une série de personnes. Mais en fait voilà, il y a des voitures qui vont continuer à rouler et on n'aura pas renforcé l'alternative principale qui est nécessaire pour résoudre la question du climat au niveau des transports, qui est les transports en commun. Donc ça c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Donc sur l'isolation des maisons,
Par exemple, maintenant, donc Écolo met en place toute la stratégie Rénolution, ils appellent ça. Et donc c'est rendre obligatoire des travaux d'isolation dans les maisons. Et alors le problème, c'est que oui, il y a des aides, mais vous devez rentrer votre dossier, avancer l'argent pour les travaux, et seulement après vous recevez les primes. Mais vous imaginez bien que pour un petit propriétaire qui a du mal, qui n'a pas des gros revenus, parce que on parle, quand on a un mauvais PEB, on parle de travaux de l'ordre de 40 000 € parfois. Qui sait avancer 40 000 €? C'est des sommes énormes. Et donc là de nouveau, on est confronté à un problème social, un problème de vision sociale. Et donc là-dessus, nous, on plaide pour en Allemagne, ils ont une banque publique qui avance l'argent des travaux. Et donc c'est l'État qui prend en main vraiment l'isolation des maisons. Et puis les petits propriétaires remboursent au fur et à mesure avec les économies d'énergie qu'ils ont réalisées. Donc là, on est dans un tout autre modèle. On a l'État qui aide, on a l'argent qui a avancé et qui revient petit à petit après. Mais le propriétaire qui n'a pas beaucoup de sous, il ne va pas commencer à avancer 40 000 €. Vous voyez ? Et donc, ça, pour nous, c'est vraiment fondamental. Et d'où le slogan, c'est qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et on ne peut pas résoudre la question climatique si on ne vient pas avec des solutions sociales non plus. Parce que ce n'est pas en dégoûtant les gens de la question du climat qu'on va résoudre l'affaire. On a besoin d'unité, on a besoin d'être tous ensemble là-dessus. C'est un combat à long terme et c'est un combat où on doit tous se serrer les coudes pour y arriver. On doit être nombreux. Et donc, ce n'est pas en dégoûtant les gens qu'on va y arriver. C'est justement en leur donnant des carottes, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot à utiliser, mais il faut les aider. Et c'est comme ça qu'on va les convaincre. Ah ben oui, on va réaliser ça tous ensemble, quoi. Et il y a des gens qui nous écoutent qui peuvent être séduits par tout ce que tu as dit depuis le début de l'émission. Soit sur la critique de ce qui est fait, par exemple sur les primes de rénovation, sur les transports en commun ou le système à l'hôpital. Mais le PTB, par tradition, est un parti d'opposition, c'est-à-dire qu'il ne va pas, il a fait le choix par le passé de ne pas monter dans les gouvernements, et donc pas monter dans les gouvernements, ça veut dire ne pas avoir de ministre, ne pas pouvoir influencer sur la politique du gouvernement. Est-ce que, du coup, les jeunes qui regardent cette vidéo, ils peuvent se dire, mais en fait, si je vais voter pour le PTB, mon vote il va être perdu dans un sens. Est-ce que ça a du sens pour toi de voter PTB ? Bien sûr. Je ne vais évidemment pas dire le contraire, mais allez, plus sérieusement, donc, on est face à une urgence sociale qu'on n'a jamais connue. Donc, on a beaucoup parlé des loyers, on a parlé des salaires qui, je le rappelle, en Belgique sont en fait bloqués. Donc, il y a une loi, c'est inédit, hein, il n'y a aucun pays où c'est comme ça, où on a un gouvernement qui a mis en place une loi qui bloque les salaires. Donc, on a l'indexation automatique, mais il y a une loi qui bloque les salaires, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas négocier des augmentations de salaires supplémentaires. C'est inédit, ça n'existe pas ailleurs. Donc, on est vraiment face à une urgence sociale. Et donc, ce qu'on dit, c'est que par rapport à ça, on trouve que maintenant, il faut une rupture par rapport à toutes les politiques qui ont été menées depuis des dizaines d'années et qui sont effectivement des politiques néolibérales et qui nous ont conduits à une situation qui s'aggrave de jour en jour. Et donc, on veut une rupture par rapport à ça. Et c'est ce débat-là qu'on veut avoir. Pour nous, ça, c'est la question clé pendant ces élections. Parce qu'on ne va pas résoudre l'urgence sociale si on continue les politiques qui ont été menées depuis des dizaines d'années. Ça, on en est sûr et certain. La situation est que maintenant, on est en train en fait, d'aggraver la situation. Donc, on veut parler de cette rupture. On veut avoir ce débat de fond. Et donc, la question pour nous, c'est plutôt quel autre parti va bien vouloir nous accompagner dans cette rupture? Ça, c'est la question qu'on veut poser. Parce que si c'est pour faire la même chose, les gens qui votent PTB n'attendent pas ça de nous. Et on ne va pas les trahir là-dessus. Donc ça, on est très clair sur cette question. Mais par contre, on dit, la question c'est, quel autre parti est capable de nous accompagner dans cette rupture pour améliorer la situation des gens? Ça, c'est la question qu'on pose très concrètement. Et donc, sur la question de renforcer le PTB et de voter PTB, c'est aussi fondamental parce que même depuis l'opposition, on a gagné des victoires. Donc je disais tout à l'heure, on a mené plein de combats qui a mené au fait qu'on a mis sur la table la question d'encadrer les loyers. On a empêché en fait que la taxe kilométrique se mette en place pendant cette législature, parce qu'on a une force politique de plus en plus conséquente et parce qu'on mobilise aussi les gens dans la rue. Donc ça, c'est dans notre ADN.
Donc on veut redonner confiance aux gens, que c'est en se mobilisant, en s'organisant, qu'on arrive à faire bouger les choses. Et donc on fait toujours un lien entre les deux. On est le relais au sein des parlements, mais on mobilise aussi les gens dans la rue. Et grâce à ça, on a obtenu des victoires, même depuis l'opposition. Et donc moi, oui, j'appelle évidemment à renforcer le PTB et à voter PTB, parce que c'est en étant plus fort qu'on va encore obtenir des victoires. Et puis, on veut vraiment mener ce débat de la rupture par rapport aux politiques qui sont menées dans le passé. Donc vous incitez vraiment à voter, à donner du sens à... Enfin, vous donnez du sens au fait d'aller voter pour les... Ouais. Parce que souvent, c'est quand même une question, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'entendent pas les arguments favorables au vote et au fait de donner son avis. Donc ça, c'est... Ouais. En tout cas, s'ils veulent une voix qui plaide aussi pour beaucoup plus de démocratie participative, parce qu'on a aussi un problème démocratique dans notre pays. Hein. Donc maintenant, la logique, c'est on vote tous les 5 ans et puis en fait, on n'a plus rien à dire. Et alors, on a aussi des partis qui ont un programme où il n'y avait pas... Donc ça, c'était en 2014, où il n'y avait pas la question de la pension à 67 ans dans leur programme. Et puis une fois qu'ils arrivent au gouvernement, ils le mettent en place. Mmh. Ça ne va pas. Et donc... On plaide aussi pour qu'il y ait beaucoup plus de démocratie participative, où entre les moments où on vote, on ait aussi beaucoup plus de choses à dire, et aussi de manière beaucoup plus contraignante, hein, parce que si c'est donner son avis pour faire juste du blabla et qu'on n'en tient pas compte, ça ne nous intéresse pas non plus. On veut vraiment que, et certainement la jeunesse, puisse donner son avis et que ça compte. Vous feriez des référendums ? Oui, on est pour les référendums contraignants. Alors malheureusement, pour le moment, la Constitution nous en empêche, mais voilà, rien n'empêche aussi une réforme de la Constitution qui pourrait permettre des référendums contraignants. Mais on plaide plutôt pour ça, oui, bien sûr. Parce que là, on a vraiment la voix qui compte, alors. Et je vais plutôt aller sur l'international, parce que je vois que vous avez des boucles d'oreilles pastèques, qui est donc le symbole de la lutte palestinienne. Le PTB, il a une tradition et une conviction sur la cause palestinienne qui précède les récentes actualités. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire d'où ça vient ? Ça fait partie dans notre ADN aussi de notre internationalisme, c'est-à-dire qu'on est solidaire des luttes aussi d'émancipation dans les pays du Sud, et ici en l'occurrence en Palestine. Donc on est face à une occupation, à une colonisation de l'État israélien sur la Palestine. Et donc oui, ça fait partie de notre ADN de défendre l'émancipation de ces peuples qui sont occupés par un État qui pratique l'apartheid. Donc on a soutenu évidemment les luttes d'émancipation de l'Afrique du Sud aussi. Donc ça rentre évidemment dans tout ce cadre-là. Et donc c'est pas étonnant du tout que depuis le départ, on soutient la cause palestinienne. On arrive à la dernière grosse question. Attention, elle est complexe. Si tu avais une baguette magique, quelles mesures mettrais-tu en place tout de suite maintenant ? Alors, celle tout de suite maintenant, et qui me paraît vraiment importante pour faire tout le reste, c'est la taxe des millionnaires. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, une mesure qu'on a mis sur la table aussi depuis 2009 maintenant, ou même peut-être avant. Donc, comme je disais au début, on est vraiment dans une société capitaliste où il y a un accaparement des richesses par en fait un petit nombre. Et quand je dis un petit nombre, c'est vraiment très petit. Hein. Donc là, je parle entre 1 et 0,1% de la population. Donc vraiment les très très riches, les multimillionnaires, les milliardaires, etc. Et donc, on plaide pour qu'il y ait donc une taxe des millionnaires qui soit mise en place, c'est-à-dire une taxe sur le patrimoine. Ce qui est différent d'avoir une taxe sur les revenus. Hein, donc parce que la richesse, donc en tout cas chez les très très riches, ils placent ça surtout dans la question du patrimoine. Donc ils peuvent avoir des revenus qui peuvent paraître pas si énormes, mais toute leur richesse est placée soit dans des sociétés qui ont des niches fiscales où ils ne payent pas d'impôts, ou soit ils placent ça dans du patrimoine, c'est-à-dire dans l'immobilier, ou tout ce que vous voulez, dans l'art, peu importe. Et donc, si on veut vraiment une redistribution des richesses, on doit pouvoir taxer ce patrimoine. Ça nous semble vraiment hyper important. Et donc avec la taxe des millionnaires qu'on prône, on pourrait récupérer entre 8 et 10 milliards d'euros par an. Et donc là, on commence à avoir une somme d'argent assez importante pour quand même faire pas mal d'investissements publics. Et donc, comme je vous dis, voilà, pour moi, si j'avais une baguette magique, je commencerais avec ça, parce que ça nous permettrait de faire beaucoup de choses en fait.
Et t'as pas... Enfin, ce qu'on entend aussi, c'est que si on taxe les millionnaires, ils vont prendre leur avion, leur compte en banque et ils iront dans un autre pays comme le Luxembourg, c'est pas très loin, quoi. On a vu que quand il y avait l'impôt sur la fortune en France, il y en a très très peu qui sont partis. Donc la majorité reste dans leur pays. Et quand ils partent, ils vont pas très loin, hein. Ils viennent chez nous. Donc voilà. Donc tout l'intérêt, il va falloir le remettre aussi en application en France, bien sûr, mais si on le met en place en Belgique, il y a très peu de gens qui vont partir. Ça, c'est clair et net. D'abord dans les pays limitrophes, comme ça ils viennent tous ici, puis en Belgique. On pourra encore mieux les taxer. Et pour conclure, on a un petit jeu, ça s'appelle un tu préfères. Je te donne 2 options et tu me dis laquelle te parle le plus. Plutôt Manifesta ou Fête de l'Humain? Manifesta, quand même. Hein. En tant que physicienne, plutôt trou noir ou trou budgétaire? Trou noir. Et plutôt lutte des classes ou lutte climatique? Les deux, parce que pour moi, ça fait partie, l'une fait partie de l'autre. Donc pour moi, il n'y a pas de déconnexion, c'est la même chose. Et petite minute culturelle, est-ce que tu as des choses à recommander à nos auditeurs, donc un livre, une série, une pièce de théâtre, quelque chose que tu as vu ces temps-ci qui t'a plu? C'est pas tout récent, mais il y a vraiment une série sur Netflix qui m'a fort marqué, qui est le jeu de la dame. Je sais pas si vous l'avez vu, mais... Les échecs. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une série extraordinaire. Vraiment... Et aussi, je trouvais que ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait aussi des côtés très politiques, parce que ça montrait bien aussi tous les problèmes sociaux, comment on traite les gens aussi aux États-Unis, surtout quand ils sont dans une situation, qu'elle soit précaire ou mentale, compliquée. Je trouvais la série vraiment, d'abord d'un point de vue cinématographique, était vraiment incroyable. Et puis il y avait plein de fonds politiques aussi que je trouvais intéressants. Donc voilà. Françoise Osmet, merci beaucoup avec plaisir. D'être venue chez Brol. Et Sarah, merci pour cette première interview avec nous sur Brol. Avec plaisir, c'était très sympathique. Et merci. Merci à toi. Merci beaucoup.